Rebonjour à tout le monde, rebonjour Fabrice Charles. Bonjour Jean-Luc. Alors, avant d'embrayer sur la notion de santé et de maladie, je voudrais faire un commentaire déjà aux gens qui nous regardent. Notre objectif avec ces vidéos, c'est certes de transmettre, notre perception, notre vision du monde et nos outils finalement, mais notre but, c'est aussi d'avoir de pouvoir créer du dialogue vis-à-vis des gens qui ont peut-être des problèmes, à qui ça va vraiment parler. Donc, si vous avez des commentaires à faire, surtout nous, on va les lire, on va regarder à ça pour faire évoluer ce qu'on met en place ici, le faire évoluer sur base des attentes que vous pourriez avoir. Si vous avez des questions spécifiques, si vous avez des désaccords, si vous avez tout ça, eh bien surtout, n'hésitez pas, foncez, vous allez dans les commentaires, nous on regardera à ça. Potentiellement, on fera une FAQ sur base de ça. Voilà, tout est, j'ai envie de dire, tout est ouvert pour le moment. Mais on va démarrer avec du très, très concret puisque je vais poser ma première question à Fabrice. Fabrice, selon toi, quelle est la différence entre une personne qui est malade et une personne qui est en bonne santé? Voilà, c'est une question qui est très intéressante puisqu'on oppose toujours la santé à la maladie. Mais en fait, pour l'Organisation mondiale de la santé, ce n'est pas l'absence de maladie ou d'infirmité. C'est aussi un état complet de bien-être au niveau physique, émotionnel, psychologique, culturel, etc. Donc en fait, pour l'Organisation mondiale de la santé, ce n'est pas se résumer à ne pas être malade. Hein. Bien sûr. Donc, que ce soit pour l'individu ou pour une entreprise. Il y a des entreprises qui ne sont pas malades, mais qui ne sont clairement pas en bonne santé, puisque les gens ne s'y sentent pas bien. Il n'y a pas un état de bien-être qui est présent partout. Donc, je pense que si on applique la stratégie individuelle à l'entreprise, retrouver la santé, c'est faire en sorte que tous les employés se sentent bien individuellement et au sein de leur entreprise. Donc, on va parler plus de l'individu ici, puisque c'est plus facile d'aborder les choses comme ça. Mais le principe est le même dans les deux cas. Donc, puisque la santé, c'est un état de bien-être, à quel moment est-ce que le corps et l'individu se sentent le plus en bien-être? En fait, c'est une quête qui est commune à peu près tout le monde, c'est une recherche d'équilibre. Hein. Donc, D'accord. c'est de se trouver en état d'équilibre, en harmonie. C'est ça l'état en général qui est ressenti comme l'état de santé. Et qu'est-ce que c'est pour la biologie que l'équilibre? On appelle ça l'homéostasie. Homéo, ça veut dire constant. Mmh. Stasie, ça veut dire constant, et homéo, ça veut dire identique. Donc, c'est que tout reste à l'identique en permanence. Je prends l'exemple de la température du corps. On doit plus ou moins rester à 37 degrés pour être dans une zone de confort biologique. Mmh. Hein. Ce Et qui donc, revient ça, à c'est dire notre… que oui, donc Ouais, pardon, ça revient à dire que notre corps a cette tendance, pour nous maintenir dans cet état à 37 degrés, va utiliser des outils qu'il a pour, ramener vers ça. toujours ramener vers ça, puisqu'on va toujours essayer instinctivement et de manière totalement automatique, de manière réflexe, et on en reparlera dans la prochaine capsule, de ramener toujours cet équilibre. Mais cet équilibre, ce n'est pas l'équilibre rêvé par tout le monde. Ce n'est pas 37 degrés en permanence, ce ne serait pas fonctionnel. Imagine, comment fais-tu si tu passes d'une pièce chaude à une pièce froide? Il faut que tu puisses gérer cet équilibre. Donc, c'est un équilibre dynamique. Si tu passes dans une pièce froide, tu vas devoir réchauffer ton corps. Si tu passes dans une pièce chaude après la pièce froide, tu vas de nouveau devoir refroidir ton corps. Donc, on est en permanence au niveau homéostasique à chercher un équilibre entre deux pôles opposés qui sont complémentaires et opposés en fait. Je fabrique du froid en transpirant, je fabrique du chaud en augmentant mon métabolisme. Je ne peux agir que sur deux paramètres opposés pour maintenir un équilibre dynamique. En fait, cet équilibre dynamique, l'importance, c'est qu'il soit le moins dans dans des plages de fonctionnement les moins larges possibles, pas passer de 35 à 39, hein, mais de rester entre 36,5 et 37,5, on va dire. Donc, il faut garder un équilibre dynamique, mais toujours garder à l'esprit que tout est bipolaire, que dans notre monde, dans notre univers, tout est bipolaire. L'ombre et la lumière, le yin, le yang, la polarisation et la dépolarisation, le remplissage et la vidange. Et au niveau biologique, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas. C'est ce qui caractérise la vie, en fait. C'est cet aspect bipolaire. Hein. C'est absorber, excréter. C'est ce qui caractérise vraiment les organismes vivants. C'est cet aspect bipolaire. Donc, moi, je pars du principe que tout ce qui est homéostasique peut être vu sous cet angle bipolaire. C'est ce que j'appelle toujours les 180 degrés dans mes formations. Et qu'on peut, du coup, appliquer cette vision de 180 degrés
puisqu'on a construit progressivement au fil de l'évolution, on en reparlera dans une capsule prochaine, on a construit au fur et à mesure de l'évolution la gradation d'un être purement biologique à un être qui devient de plus en plus psychologique. Il y a une acquisition de la psychologie dans notre espèce. Et on peut imaginer alors, mais c'est une théorie, ce n'est pas nécessairement une vérité, que puisque notre psychologie s'est construite sur un substrat biologique, qu'elle s'est mise à fonctionner sur un modèle biologique. Et je pense que tout ce que l'homme produit est sur un modèle de toute façon biologique, parce qu'on ne peut pas faire autre chose que ce qu'on est. Donc, on a probablement développé une psychologie qui elle-même se situe à 180 degrés. Et on le constate très régulièrement, en tout cas moi je le vois très bien, chez des patients. Ceux qui sont très inhibés sont aussi ceux qui sont très en colère. Ceux qui se retiennent beaucoup, c'est ceux qui vont faire les plus grosses colères derrière, parce qu'ils passent à 180 degrés. Si vous êtes anorexique en permanence, vous n'allez pas survivre longtemps. Donc l'alternance d'anorexie et de boulimie, c'est un état d'équilibre extrêmement large, mais c'est finalement un état d'équilibre. Parce qu'à certains moments, je ne mange pas quand j'ai faim, à certains moments, je mange quand je n'ai pas faim, et j'arrive toujours à arriver à survivre comme ça, mais en faisant le grand écart. Le but de l'équilibre que tout le monde recherche, je pense, c'est de faire le moins grand écart possible. Mais de toute façon, il faudra toujours garder la possibilité de faire un grand écart. Le tout, c'est d'arriver à gérer ça. C'est ce qu'on va proposer à partir des techniques qu'on aborde dans ces vidéos. Ok, nickel. Donc là, on a déjà vu une partie, donc tout ce qui est homéostasie, on a vu pas mal de choses. Euh, Est-ce que ça revient à dire, selon toi, que si justement on a une personne qui a des problèmes d'anorexie ou de boulimie, ou du coup potentiellement les deux, si je comprends bien, il a l'un et l'autre, mais à des moments différents pour arriver à cette sorte d'équilibre, on peut donc considérer que c'est l'importance du problème qui diminue, qui donne c'est ce grand écart qui pose problème. Dans l'absolu, si cette personne diminue l'importance du souci qu'elle a, elle en devient, ce n'est plus réellement un souci. C'est la notion de grand écart qui pose le souci. La notion de grand écart vient de la notion d'importance. Imagine, tu as une balance et tu as un poids au milieu qui peut rouler d'un côté ou de l'autre. Plus le poids est important, plus la balance va violemment tomber et le poids va aller très loin sur le balancier. Oui, Tu vois ce que je veux dire? bien sûr. Donc, plus le poids sera léger, moins le déséquilibre sera violent et avec un grand écart. L'oscillation sera beaucoup plus faible, évidemment. Donc, diminuer l'importance du problème, c'est évidemment une solution qui est liée aux 180 degrés. Ok. Si le poids est nul, il n'y a plus d'oscillation à 180 degrés. Oui. Par contre, oui, l'oscillation est toujours là malgré tout, mais beaucoup plus douce, donc beaucoup plus Elle agréable. reste potentiellement là, Oui, mais elle n'existe plus si le poids est nul. c'est ça. Et de la même manière, si on reprend l'exemple d'une personne qui a justement cette tendance à se retenir de dire les choses, à la seconde où l'importance diminue, le fait d'arriver à dire les choses, puisque ces choses n'ont pas d'importance ou moins, fait qu'elle aura moins cette tendance à les dire violemment. Plus on dit les choses, plus on prend cette habitude, plus on est efficace dans le fait de le dire, puisque l'extrême de ça, c'est de ne plus jamais rien dire ou d'exploser. Tout à fait, puisque la colère va être un surcroît moteur pour pouvoir faire les choses qu'on ne fait pas quand on n'est pas en colère. Donc, plus l'inhibition va être grande, plus la colère va être nécessairement grande pour pouvoir vaincre l'inhibition. Ok. Nickel. Alors du coup, est-ce que tu aurais un exemple dans le cadre du confinement vis-à-vis de cela? Est-ce qu'on pourrait faire un parallèle avec ce que les gens sont potentiellement en train de vivre? Des retours qu'on a actuellement, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont obligés de vivre ensemble et qui ne sont pas toujours prêts à le faire. Et donc, ça crée des inhibitions. On en reparlera dans des capsules prochaines. Ça crée des inhibitions. Ça veut dire qu'on ne s'autorise pas certains comportements, on ne s'autorise pas certaines paroles et que du coup, ça va faire augmenter la pression et déclencher des colères à d'autres moments. Ok, Donc, ce qui rend encore la cohabitation plus difficile et progressivement de plus en plus difficile puisque ça devient alors un cercle vicieux et plus un cercle vertueux. d'accord. La prochaine fois, puisque j'ai fait une colère, la prochaine fois, je vais me retenir encore plus. Et donc, la colère sera encore plus grande quand elle cédera, etc. Donc là, D'accord. on est dans un phénomène d'amplification actuellement. Maintenant, j'ai une question pour des gens donc, qui auraient un souci vis-à-vis de ces 180 degrés, donc qui se reconnaîtraient dans la problématique que tu indiques ici. Donc des gens qui se ressentent dans cette sorte de grand écart entre, par exemple, je veux dire ou justement je me refuse à dire,
dans cette optique-là. Est-ce que tu aurais une piste de solution pour ces gens-là? Bon, ce qui semble clair, c'est que l'oscillation entre les 180 degrés, on n'y échappera pas tant qu'il y aura de l'importance sur la chose. Oui, Donc, tout à fait. pour qu'il y ait plus d'importance sur cette chose-là, il faut que l'importance soit mise sur une autre chose. Est-ce que c'est plus important d'avoir raison? Est-ce que c'est plus important que l'autre ait tort? Est-ce que c'est plus important autre chose que ça? Est-ce que c'est absolument sur ce sujet-là qu'il faut axer la discussion? Parce que sinon, on ne sortira jamais des 180 degrés. Si on a un qui a raison, l'autre aura automatiquement tort, etc. Donc, ça va toujours osciller et ça va ne faire qu'augmenter le poids, l'importance de la chose. Donc, je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir inventer quelque chose d'autre qui a du poids plutôt que ça. Est-ce que la relation a plus de poids que le fait d'avoir raison? Ok, Ça c'est quelque chose qui me paraît important à dire. La deuxième chose, c'est que dans ces 180 degrés-là, il n'y a pas de solution. Quand L'exemple que je donne toujours dans mes conférences, quand tu ne sais pas ouvrir une porte en la poussant, normalement, ce que tu vas faire, c'est la tirer. C'est très rare que les personnes pensent à faire coulisser la porte d'emblée quand elle ne s'ouvre pas. Il y a trois possibilités. Tu tires, tu pousses ou tu fais coulisser. Et il y a des personnes qui vont rester devant une porte coulissante parce qu'en tirant et en poussant, ça ne marche pas. Mais pousser et tirer, c'est les 180 degrés. Donc ça veut dire creuser une ornière de toujours la même chose. Inventer une nouvelle solution, faire coulisser la porte, peut très bien être justement la sortie vers un état de mieux-être pour tout le monde. ok. Est-ce que tu aurais des outils concrets pour amener ça? Comment est-ce que tu aurais une question? Si tu avais ces gens-là, dans ton cabinet, quelle est la question que tu leur poserais? Si les gens valident le fait que c'est plus important que leurs enfants voient qu'ils les aiment, que le couple a plus d'importance que le besoin d'avoir raison, qu'est-ce qui pourrait permettre à ces gens-là, qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là, OK, pour les aider à aller dans cette direction-là, dans la direction du coulissement? Et justement que c'est à ça qu'il faut donner de l'importance et faire tomber complètement l'importance du reste. Si je veux absolument sauver mon couple, est-ce que c'est important d'avoir raison? OK. Merci pour ça déjà, sachant que, bon là ici on est vraiment sur sur un des morceaux de base. Tous ces morceaux vont venir s'accrocher les uns aux autres et on va pouvoir aller de plus en plus profondément dans la manière de réfléchir, dans la manière d'interpréter la manière dont le corps fonctionne, je dirais. Pour la suite, selon toi, de quoi est-ce que l'on doit, de quoi est-ce qu'il serait intéressant de parler, Fabrice? Mais je pense qu'à partir de maintenant, il serait intéressant de voir comment fonctionne l'homéostasie, parce que l'homéostasie, c'est un ensemble de réflexes. Donc ce n'est pas choisi. Quand tu transpires, tu ne le choisis pas. Quand tu frissonnes, tu ne le choisis pas. C'est ton système neurovégétatif qui va se mettre en route de manière automatique et réflexe. Donc, OK, dans ma quête de trouver des solutions pour les personnes, je me suis intéressé à comment ça marchait ça, sur justement le lien entre le corps et le système neurovégétatif, donc, et l'émotionnel, et l'image mentale, c'est-à-dire comment les gens se représentent la situation. Puisque je fais toujours le parallèle entre comment fonctionne le corps et comment va fonctionner la psychologie. Donc, dans la prochaine capsule, ce que je propose, c'est justement d'aborder ce thème-là, voir l'ensemble des réflexes qui constituent notre homéostasie et comment ça se passe. eh bien, c'est parfait. Alors on fait comme ça, je vais couper ici l'enregistrement et on va embrayer sur la suite. Pour les gens qui nous regardent, surtout n'hésitez pas, mettez un pouce bleu, mettez ouais, je commence à faire mon youtubeur, c'est bien. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous et appuyez sur la clochette apparemment, c'est quelque chose qui est recommandé. Voilà, donc on se retrouve, tout de suite pour la capsule suivante qui va être, justement autour de cette homéostasie. On fait comme ça? D'accord. Parfait alors, merci beaucoup. À tout à l'heure.